OVNI, un acronyme plein de mystères. Certains y croient dur comme fer, pour d'autres, il ne s'agit que de science-fiction. Moi, je n'avais pas d'avis tranché. Les autorités prennent-elles le sujet au sérieux? Ces milliers de témoignages de pilotes civils et militaires, que deviennent-ils? Dans les plus hautes sphères de l'État, les ovnis sont l'objet d'une omerta totale. Armée, politique, et si on nous cachait quelque chose? C'était décidé. J'allais reprendre l'enquête à zéro. J'allais chercher moi-même les réponses aux questions que je me posais. Mon premier contact? Un ancien militaire, pilote dans l'aviation légère de l'armée de terre. Au téléphone, il m'avait semblé fiable, calme, sûr de lui, tout sauf un illuminé. À bord de son hélicoptère, il avait été témoin d'un de ces phénomènes hors du commun. « Venez, m'a-t-il dit, je vous raconterai tout. » Daniel Michaud a plus de 13 000 heures de vol à son compteur, dont une qui devait le marquer à vie. Je me souviens, c'était en 1973, en juin. J'étais jeune pilote dans l'aviation légère de l'armée de terre, la LAT. Nous étions basés à Rennes, au 3e GHL à Rennes-Saint-Jacques. Alors que nous faisions une mission de liaison entre Rennes-Saint-Jacques, où nous avions notre base, et Caen-Carpiquet, on a observé un phénomène extraordinaire 15 minutes avant l'arrivée sur Caen. Nous étions dans des conditions optimales de vol. On était à 1000 pieds, c'était pas très haut. Et ce jour-là, je partais en mission avec un ami, mécanicien, lorsque tout d'un coup, il m'a dit « Daniel, regarde !» J'ai tourné la tête et j'ai vu cette espèce d'engin qui nous doublait, une espèce de grand dirigeable, de la taille d'un paquebot, d'une couleur gris, un gris minium, un gris, vous savez, ce gris un peu terni, sans arête sur la structure, sans nacelle, sans bruit, sans sillage à l'arrière, je veux dire sans fumée, sans hublot, sans tout ce qu'on veut, sans rien. Moi, je dis à mon mécanicien, je dis, écoute, ce truc-là, c'est pas normal, quoi. C'est pas un dirigeable, ça va beaucoup trop vite pour être un dirigeable. Ce n'est pas un avion, parce que ça ne ressemble pas à un avion. Une fois au sol, on en parle évidemment. Il y a confirmation des contrôleurs qui disent on l'a vu passer au scope radar avec une vitesse estimée entre 8 000 et 12 000 km/h. 12 000 km/h. Aujourd'hui, 40 ans plus tard, aucun aéronef construit de main d'homme n'est capable d'atteindre de telles vitesses. Même les avions de chasse les plus rapides ne dépassent pas 4000 km/h. Daniel Michaud, sous le choc, s'adresse alors à sa hiérarchie. À ce moment-là, j'allais passer officier. J'étais un jeune pilote, hein, j'avais 23 ans. Et mon propre chef de corps m'a dit, écoute Michaud, c'est pas le moment de parler de ça, tu vas compliquer ton affaire, là. On n'en parle plus. Comme la plupart des pilotes, pour préserver sa carrière, Daniel a dû se taire. 40 ans de silence pour éviter de passer pour un fou. La dernière fois où j'ai parlé de ça publiquement, mon épouse a reçu des appels très critiques dans le genre « Vous êtes Madame Michaud, oui, votre mari doit se faire soigner d'urgence, il a besoin d'une thérapie urgente. » Maintenant, j'ai 63 ans, ma carrière est derrière moi et ça m'indiffère complètement de savoir quel est le jugement que l'on me portera. Ça m'est égal. J'ai vu ça, je le dis. Aujourd'hui, Daniel ose parler. Libéré du devoir de réserve, il brise désormais le silence. Son témoignage, sa sérénité, tout en lui m'avait semblé crédible. Mais il me fallait trouver d'autres exemples, faire d'autres rencontres. Je voulais remonter cette piste. J'ai passé des heures à chercher d'autres témoignages. Et je me suis vite rendu compte que Daniel Michaud n'était pas un cas isolé. Pour beaucoup de pilotes militaires, parler des ovnis représente un risque de briser leur carrière. Et ce tabou existe depuis toujours. Peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les pilotes américains témoins d'ovnis s'étaient heurtés à cette loi du silence. C'était la guerre froide. La paranoïa anti-russe était plus forte que tout. L'armée expliqua donc ces observations bizarres en évoquant les avions espions. On a vu des objets circulaires évoluer au-dessus des États-Unis, évoluer au-dessus de la France, de l'ensemble de l'Europe. Et la grande histoire des ovnis, en fait, a commencé dans les années 50. Alors, c'est l'époque de la guerre froide. Donc, il y a quand même eu toujours un fond de suspicion en se demandant si ce n'était pas des avions espions. Il y avait un rapport d'espionnage où des espions russes avaient rencontré des espions américains et ils s'étaient tous dit « Mais on croyait que c'était vous qui nous envoyiez ça ». Kenneth Arnold. Voilà l'homme qui a tout déclenché.
En 1947, ce pilote privé américain dit avoir observé plusieurs engins de forme inconnue en survolant l'État de Washington. La presse s'empare de l'histoire, le terme « soucoupe volante » apparaît pour la première fois. Et surtout, très vite, l'hypothèse des avions espions tombe à l'eau. On a apparemment affaire à des engins aux performances extraordinaires. Accélération fulgurante, changement de direction instantané et même absence totale d'ondes de choc. L'aspect singulier de l'OVNI, c'est un déplacement en air dense à très grande vitesse, donc ça devrait faire un bang. Avant, dans le temps, un avion supersonique passait, il cassait les vitres. Tandis que si vous preniez un OVNI qui passe à Mach 5, 6 au-dessus d'un village, il effondrerait les toitures. Hein? Carrément, bah oui, vous avez une onde de choc. Vous savez, l'onde de choc, c'est l'équivalent des vagues d'étrave des bateaux. Imaginez un croiseur qui arrive à 200 km/h devant le port de Marseille, il casse tout. Il fait une vague énorme, voilà, c'est tout. Aucune onde de choc. Exactement ce que m'avait dit Daniel Michaud. Imaginez un engin comme ça aurait dû casser toutes les vitres partout. Peut-on en déduire, pour autant, qu'il s'agit d'une technologie autre qu'humaine? J'ai retrouvé Jean-Gabriel Grélé, pour qui cela ne fait aucun doute. Ce pilote de chasse français a servi aux États-Unis dans les années 50 et il se souvient du règlement alors en vigueur dans l'US Air Force. Un document qui, d'après lui, prouve que l'armée prend le phénomène très au sérieux et nous cache quelque chose. Ce papier, c'est la réglementation que nous devions suivre à chaque fois que nous voyions quelque chose de non identifié ou de bizarre. Quelque chose qui ne nous semblait pas pouvoir être reconnu comme un avion humain. En gros, tout ce qui a été disque, par exemple, il est bien évident que ça ne pouvait pas être un avion humain. Objet volant non identifié a trait à tout type d'objet en vol, airborne, qui, par ses performances, ses caractéristiques aérodynamiques ou des détails de forme inusuels ne se conforment à aucun type d'avion ou de missile connu à notre époque. Alors ce document, pour moi, représente la preuve absolue, et c'était le cas pour mes camarades aussi, la preuve absolue que nous pouvions être confrontés à des engins qui n'étaient pas de construction humaine. Là, il marquait un point. Pourquoi l'armée aurait-elle perdu du temps à dicter un manuel sur des choses qui n'existent pas? Au fil de mes recherches, je découvrais cette contradiction. La négation officielle du phénomène OVNI et la multiplication de ces observations de pilotes dans tous les pays. Depuis 1947, plus de 3500 pilotes avaient quand même osé témoigner, et ce sur tous les continents. Parmi ces histoires, une en particulier m'accrocha tout de suite. C'est une de mes sources à Téhéran, en Iran, qui m'avait briefé. « Renseigne-toi », m'avait-il dit. C'est un cas unique, mais évidemment, l'affaire a été vite classée. Nous sommes en 1976, à Téhéran. Un pilote de chasse de l'armée iranienne, chargé de la défense de l'espace aérien, s'apprête à vivre une course-poursuite extraordinaire. À Téhéran, c'est un pilote iranien à qui on signale, à partir d'une observation faite au sol, observation visuelle, observation radar, un énorme objet, grand comme un Boeing 707, qui passe au-dessus d'un aéroport. Le pilote de chasse s'est approché. Arrivé à une certaine distance, progressivement, toute son électronique est tombée en panne. Et ce que ce pilote iranien a vu relève de l'incroyable. En 2007, il le raconte publiquement pour la première fois lors d'une conférence au Club national de la presse à Washington. Mon nom est Parviz Jafari et je suis un ancien général de l'armée de l'air iranienne. Et ce témoignage détaillé, dépassionné, est un vrai choc pour les auditeurs. Je me suis approché de l'objet. D'intenses lumières rouges, vertes, oranges et bleues clignotaient. La lumière était si brillante que je ne pouvais pas voir la structure de cet engin. La fréquence de ces flashs était extrêmement rapide, un peu comme une lumière stroboscopique. À ce moment-là se produit quelque chose d'assez étonnant. L'objet fait une sorte de demi-tour et passe derrière l'avion, et c'est l'objet volant non identifié qui poursuit l'avion, et ça dure comme ça pendant quelques minutes. Et au bout de quelques minutes, cet objet accélère, finira par dépasser l'avion, et la scène s'arrête là, l'avion se pose, et puis le pilote dira qu'il n'a rien compris. J'ai fait mon rapport au quartier général, et le lieutenant-colonel Alan Moyle, un Américain, a pris des notes de ce débriefing. Mais après cette séance, je n'ai jamais pu le retrouver pour lui en parler.
On n'a jamais pu expliquer ça, même les plus rationalistes, les plus sceptiques ont tenté de casser cette histoire, on n'y est pas arrivé. Stupéfiant. Un objet vu par des dizaines de militaires. Un pilote à qui on ordonne de prendre en chasse l'objet et qui se fait poursuivre par ce même objet. Et même des échos radars à l'appui. Pourtant, aucune trace, rien. Aucun rapport officiel, aucune enquête. L'affaire semble avoir été enterrée. Les militaires savent forcément quelque chose, mais apparemment, nous n'avons pas à le savoir. Le secret défense, l'aviation civile, elle, n'y est pas astreinte. Un contact, séquelle de mon ancienne vie, m'envoya un mail très court. Voix Éric Ganachaud. Cet ancien pilote instructeur à la prestigieuse EPAG, l'école qui formait les cadets d'Air France, avait lui aussi envie de parler. Le 9 décembre 2002, au-dessus de l'aéroport Calais-Dunkerque, 2 de ses élèves et lui ont été témoins d'un de ces phénomènes étranges. Ça s'est passé il y a à peu près 11 ans, à quelques jours près. Je décollais de Calais sur un TB20 avec 2 élèves. Donc un élève au manche, là où je suis, et j'étais place droite, et l'élève derrière. Je dois dire qu'il faisait parfaitement beau. C'était un ciel d'hiver mais clair. Et là, donc, j'ai vu pour moi un avion qui arrivait face à moi, un gros phare. C'était lumineux, mais c'était pas éblouissant, comme un phare qui éclate, qui peut cacher quelque chose. Là, c'était juste lumineux. Et ce phare s'est éteint donc au bout de 5 secondes. Quand j'ai viré, il s'est éteint. Et là, j'ai vu une boule grise qui partait vers le nord très rapidement, du côté de Gravelines, de la centrale nucléaire. La tour m'a confirmé qu'il n'y avait personne en vol. Or, j'avais un phare devant nous et on était 3 à le voir. 15 ans dans l'armée de l'air, 30 ans dans l'aviation civile, Ganachaud sait de quoi il parle. Et pour lui, il n'y a aucun doute possible. Ce qu'il a vu n'était ni un reflet, ni un avion. Quand je l'ai vu, moi, c'était statique. Quand ça s'est éteint, je l'ai vu diminuer très rapidement, partir à toute vitesse en sens opposé. On envoie des reflets sur des pare-brises, sur une carlingue métallique. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Ça fait une lumière diffuse, un éclat de lumière, c'est diffus. Là, c'était bien compact, bien cerné. C'était bien dessiné. N'étant plus militaire, Éric Ganachaud s'était senti le droit de témoigner. Peut-être même le devoir. La gendarmerie est venue prendre nos dépositions à tous les 3. On a vu quelque chose, mais on ne sait pas quoi. On ne sait pas quoi. Ça se confirmait. Les témoignages crédibles de pilotes civils, les rapports de militaires, il y en avait eu beaucoup. Mais une fois enregistrés, qu'était-il devenu? C'était ça que je devais maintenant comprendre. On le sait peu, mais en France, il existe un organisme officiel consacré au sujet. C'est le GEPAN, le groupement d'études et d'information des phénomènes aériens non identifiés. Cet organisme, créé en 1977, fait partie du CNES, l'agence spatiale française. J'essayais de rencontrer des membres du GEPAN, mais sans me donner d'explication, personne ne souhaitait me rencontrer. Mais je ne lâche pas si facilement. J'ai appris que le GEPAN était encadré par un comité de pilotage, chargé de superviser son travail. Et là, en citant quelques noms, j'arrivais cette fois à décrocher un entretien avec le directeur de ce comité. Pierre Bescon, ingénieur général de l'armement, polytechnicien, un scientifique rationnel. Allait-il répondre à toutes mes questions? Le GEPAN était pionnier en la matière. Le GEPAN, je pense, a été le premier organisme officiel, réellement officiel, à être créé. Depuis, 27 autres pays ont eux aussi prouvé qu'ils s'intéressaient à la question. En 2007, l'Angleterre ouvre au monde ses archives sur les ovnis, suivi de l'Espagne en 2008, puis du Danemark, du Brésil, du Chili. En France, le GEPAN, lui, mène des enquêtes, collecte des témoignages qui lui sont transmis par la gendarmerie. Dès le début, assez tôt, le GEPAN a défini 4 catégories, 4 classes effectivement de témoignages. La catégorie A, on sait expliquer parfaitement ce que c'est. Vous avez ensuite une catégorie qui s'appelle le B. On pense à une explication qui est la plus probable, mais elle n'est pas certaine. Vous avez ensuite la catégorie C, qu'on n'a pas assez d'éléments pour dire quoi que ce soit dessus. Et puis vous avez la classe D, sur laquelle on n'a vraiment aucune explication. Bien sûr,
C'est cette dernière catégorie qui excite l'imagination. La classe D, les non-expliqués. Ce matin, en effet, le Conseil des ministres a autorisé... En France, il y avait donc bien des traces, des preuves même, de la réalité de ces phénomènes. Depuis son existence, il y a eu à peu près 7000 témoignages recueillis donc, au GEPAN. Et les cas non expliqués, c'est de l'ordre de 20 à 22%, je crois, ce qui paraît beaucoup. Mais dans la réalité, les cas vraiment intéressants qui sont inexpliqués, c'est plutôt de l'ordre de 4%. Au total, c'est quand même près d'une cinquantaine de cas, totalement inexpliqués et bien réels. Il y a un chiffre, effectivement, de cas qui existe, bien entendu. Et c'est bien là qu'apparaît toute la problématique. Qu'est-ce que ça peut bien être? J'allais découvrir que sur les cas troublants, propices à une enquête, le GEPAN était en fait vite dépassé. Le 5 novembre 90, des centaines de Français, partout dans le pays, observent un phénomène étrange dans le ciel. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Des ovnis ont donc sillonné le ciel hier soir vers 19h sur l'Europe de l'Ouest. En France, le CNES ne veut pas encore se prononcer et souhaite entendre le maximum de témoignages. Il n'y avait aucun bruit. C'était un engin assez grand, avec des lumières en triangle assez symétriques. Ça avait une forme triangulaire, voire losange parfois, et c'était composé d'environ une douzaine de lumières, une douzaine de points lumineux. Certains jaunâtres, d'autres un peu rouges, et certains laissaient à l'arrière une traînée jaunâtre également. Le GEPAN n'a pas pu se pencher sur ces 1000 observations, c'est beaucoup trop. Il faudrait pouvoir travailler plus là-dessus. Je ne suis pas sûr que le GEPAN ait eu le loisir ni les ressources pour travailler sur toutes les observations. Très bien, je récapitule. Le GEPAN, organisme créé par l'État dont on nous dit qu'il est un modèle pour les autres pays, serait en fait incapable de faire des investigations poussées. En deux mots, c'est une coquille vide. Apparemment, le pouvoir a eu envie d'être perçu comme s'intéressant à la question et d'avoir une position de transparence à l'égard du public. Ce qui, à mon avis, est complètement un écran de fumée. Comment dire, ce qui est extraordinaire, c'est... et ça, je crois que personne ne s'en doute, c'est que derrière cette façade, il n'y a rien. C'est-à-dire que c'est ce qu'on a pu faire de mieux en France. En général, ceux qui n'aiment pas le GEPAN, ce sont ceux qui défendent la thèse extraterrestre. Bon, il ne faut pas exclure la thèse extraterrestre, mais il ne faut pas faire l'amalgame non plus. On ne sait pas aujourd'hui. On ne sait pas. Je le réalisais très vite. Autour de ce sujet règne un climat de méfiance, de paranoïa. Entre théorie du complot et langue de bois, difficile de déceler la vérité. Je décidai de continuer à fouiller du côté des pilotes, espérant trouver d'autres pistes. Finalement, un d'entre eux me mit en contact avec un ami, lui aussi pilote, témoin d'un phénomène récent, en mars 2008. C'est à quelques kilomètres de Béthune, à l'aérodrome de Merville, que je devais rencontrer Sébastien Hugo. 7000 heures de vol, ancien chef pilote dans l'armée de l'air et aujourd'hui instructeur. Lui, ce n'est pas en vol, mais carrément du sol, à terre, qu'il a longuement observé, on ne sait quoi. Je me souviens, le 31 mars 2008, nous étions ici avec quelques collègues, et il y avait un avion qui faisait la voltige, et tout à coup, on a découvert un cercle, un parfait cercle lumineux, avec des contours blancs éclatants, comme un nuage qu'on éclaire, qui était en stationnaire au-dessus de la piste. On a tout d'abord pensé que c'était des fumigènes liés à l'avion de voltige. Et en fait, ça n'a pas du tout l'aspect de fumigène, c'était vraiment un cercle parfait. C'était pas métallique, c'était entre la vapeur et une lueur très intense. Et puis, 3 ou 4 cercles sont apparus et se sont déplacés. Ensuite, ça a duré une dizaine de minutes. Ces étranges cercles dans le ciel, Sébastien Hugo n'est pas le seul à les observer. Au total, 9 témoins, 6 instructeurs et 3 élèves sont présents ce matin-là. En tant que pilote, on est assez cartésien et rationnel. On essaie de comprendre, surtout, c'est ça qui nous intrigue, parce qu'on est du métier. On n'est pas habitué à voir de ce genre de phénomène, et je me pose toujours la question de savoir ce qui s'est passé ce jour-là. Pour tenter d'avoir une explication, le lendemain de l'observation, Sébastien Hugo et les autres témoins font une déposition à la gendarmerie. Ils contactent aussi directement le GEPAN. Sans succès.
Ça m'a surpris un petit peu parce qu'on était quand même des professionnels de l'aviation, on avait toutes les données et j'aurais bien aimé qu'on en discute et avoir des explications. Ce n'est que 4 ans plus tard que Sébastien Hugo obtient enfin un retour, mais pas vraiment conforme à son attente. Le GEPAN a communiqué par courrier la réponse de son enquête en 2012. J'ai reçu un courrier à la maison expliquant que le phénomène était classé en catégorie B. La catégorie B, celle des cas a priori résolus. Le GEPAN parle lui-même d'observation pour laquelle l'hypothèse retenue est considérée comme très probable. Comme Sébastien Hugo, j'ai été sidéré par le résultat de leur enquête. Je crois qu'en faisant une petite enquête, quelqu'un du voisinage a dit qu'il y avait souvent des faisceaux laser de boîtes de nuit qui éclairaient, qui faisaient des cercles. Mais bon, pour tous ceux qui ont vu le phénomène, on sait très bien que ce n'est pas des lasers de boîtes de nuit ou autres projecteurs. Des lasers. J'avais du mal à y croire. Moi aussi, j'étais frustré, déçu par une telle conclusion. J'avais eu beau rencontrer des pilotes, interroger des voix officielles, je me rendais compte que je tournais en rond. Alors, j'allais frapper plus haut. Ma prochaine cible, les plus hautes sphères de l'armée. Là où on côtoie les politiques. J'ai découvert assez vite l'existence d'un rapport sur les ovnis, très sérieux, initié par des militaires de haut rang. Leur objectif, sensibiliser les pouvoirs publics à ces phénomènes. À l'origine de ce rapport publié en 1999, dit le rapport Cometa, un général de l'armée de l'air, général Letty, ancien pilote de chasse, ancien commandant de base aérienne. J'avais dû envoyer plusieurs courriers et passer par son avocat pour le rencontrer. Pas simple. Aujourd'hui, le général Letty est à la retraite et il a finalement accepté de me parler du rapport Cometa, un rapport explosif rédigé par l'élite militaire. Dans le rapport Cometa, il y a les préfaces du général Norlin et du professeur Lebeau qui était patron du CNES. Je dis ça parce que c'est quand même pas n'importe qui. Décryptage. André Lebeau, rien moins que l'ancien président du CNES, organisme chargé de mener la politique spatiale de la France. Le général Norlin, chef du cabinet militaire des premiers ministres Jacques Chirac et Michel Rocard à la fin des années 80. Scientifique réputé, haut fonctionnaire, militaire de renom, j'ai eu un vrai choc en apprenant quelle personnalité avait contribué au rapport Cometa. À première vue, il avait tout pour faire l'effet d'une bombe. On a publié ce rapport en 99 sous le nom de « À quoi doit-on se préparer ?» Nous avons là une occasion unique de connaître enfin le phénomène ovni. Il y a des phénomènes lumineux qui traversent le ciel. D'accord d'étudier le phénomène et estime que c'est suffisamment sérieux. Il ne faut pas laisser tomber. Ça impose qu'on prenne des mesures. Exactement, il faut savoir ce que c'est. À quoi doit-on se préparer? Voilà un bon titre. Ce rapport affirme une certitude. Il y a bel et bien des phénomènes ovnis très sérieux. Pendant 4 ans, ces spécialistes émérites, dans l'antichambre du pouvoir politique, ont travaillé en analysant chaque observation recueillie sur toute la planète. Au total, 90 pages, des dizaines de cas, tous plus incroyables les uns que les autres. Un rapport saisissant, destiné au sommet de l'État. Initialement, on devait l'adresser au président de la République, pour secouer un peu les branches, et au Premier ministre. Alors, je ne sais pas si le président de la République a lu le rapport, mais je peux affirmer que le Premier ministre, Lionel Jospin, a lu le rapport. C'est moi-même qui ai remis au cabinet du Premier ministre et au cabinet du militaire de Jacques Chirac. Pourtant, aucun de ces hommes politiques ne fera de commentaires. Rien. Pas un mot, pas une réaction. Comme le général Letty, je m'interrogeais. Le rapport était-il considéré comme trop absurde ou trop dérangeant? Nous, notre rapport ne dit pas que les extraterrestres existent, on dit que c'est l'hypothèse qui colle le mieux avec ce qu'on observe. Eh bien, rien que ça choque certaines personnes qui trouvent que c'est complètement farfelu. Le seul à parler de ce rapport, ce sera le magazine VSD. Je me demandais pourquoi la presse, elle aussi, relayait si peu l'information.
celle qu'on qualifie de quatrième pouvoir semble participer elle aussi à cette omerta générale. Mais pourquoi? J'ai lancé mes filets et j'ai eu un appel d'un journaliste très bien informé qui avait approché les politiques sur la question OVNI. Il avait enquêté sur le sujet pendant 5 ans, une investigation qui lui a coûté cher. Journaliste pour un grand hebdomadaire d'actualité, il a accepté de se confier à moi, à la condition que je garantisse son anonymat. Quand j'ai commencé à en parler à mes confrères journalistes, quand je leur ai dit j'enquête sur les ovnis, on m'a regardé avec des yeux grands comme des soucoupes, c'est le cas de le dire, et on m'a tout de suite traité de fou. On m'a dit mais attends, mais t'es malade, ça n'a aucun intérêt, c'est quoi, qu'est-ce qui te prend, c'est pas sérieux, dans tous les cas c'est pas sérieux. J'ai préféré continuer mon activité professionnelle de journaliste sous un autre nom pour ne pas avoir cette étiquette indélébile. En fait, c'est presque un tatouage sur le front, hein. C'est ovni, ça veut dire que je suis fou, tout simplement. C'est ça qui est terrible, c'est que le fait d'avoir fait un travail sérieusement, un travail journalistique sérieusement, en fait, a coûté très cher. Et a failli briser ma carrière de journaliste. Un prix à payer, lourd, pour avoir osé s'intéresser à ce que la plupart assimilent à de la science-fiction. Il faut dire que des années 50 à Spielberg ou la célèbre série X-Files, les soucoupes volantes et les extraterrestres nourrissent notre imaginaire, mais pas nos connaissances. Une culture populaire largement entretenue par la presse, qui n'a jamais traité le sujet sérieusement. Pendant 2 décennies, les médias ont tourné le sujet OVNI en ridicule. Donc ça a été, soit on rigolait, on plaisantait sur le sujet, c'était les petits hommes verts. Ça, c'est resté dans l'esprit des gens, aussi bien le public que les journalistes eux-mêmes. Revenons-en au rapport Cometa. Au cours de son enquête, ce journaliste a lui aussi tenté de savoir quel impact il avait eu auprès des politiques. J'ai interrogé Lionel Jospin à ce sujet. Et Lionel Jospin m'a dit qu'il ne pouvait rien dire. Il a été très clair, il m'a dit oui, je confirme qu'on m'a remis le rapport Cometa, mais je ne peux pas vous en dire plus. Et quand j'ai demandé à Lionel Jospin, est-ce que vous prenez le sujet au sérieux, il m'a dit, comment pourrait-on ne pas prendre cette question au sérieux? Donc il a quand même répondu indirectement à ma question, c'est que lui prend le sujet au sérieux, mais il ne peut pas en dire plus. Donc il y a quelque chose, mais il ne peut en dire plus. D'après ce journaliste, l'exécutif est de toute façon forcément au courant du dossier OVNI. Je suis convaincu que les présidents, tous les présidents, quels qu'ils soient, ont été informés sur cette question et qu'ils ont décidé de se taire. De toute évidence, personne ne voulait s'exprimer sur le sujet. La question OVNI devait rester confidentielle. J'avais cherché à interroger des hauts gradés, j'ai envoyé des courriers aussi à l'armée de l'air, on m'a jamais répondu. Et une fois, un avocat de l'armée, que je ne citerai pas, m'a téléphoné pour me dire « Laissez tomber, cette affaire vous dépasse, je vous conseille d'arrêter votre enquête ». Ça ressemblait à de la menace, moi je l'ai pris tel quel, je lui ai dit d'ailleurs, je lui ai dit « Mais vous êtes en train de me menacer », il m'a dit « Tirez les conclusions que vous voulez ». Des menaces, carrément. On touchait bien à un sujet des plus sensibles. Les pouvoirs publics sont donc bel et bien au courant. Et aux États-Unis, on en a la preuve. C'est le président Roosevelt qui a décrété en 1942 un embargo sur l'information, c'est-à-dire en fait un secret d'État. Il y a un document qui dit précisément au général Marshall, qui était son chef d'état-major, il n'y aura pour l'instant que 5 personnes, vous et moi y compris, qui seront au courant de ce sujet. Donc ça s'appelle un secret d'État. Secret d'État, le mot est lâché. Et ce n'est pas tout. J'allais découvrir d'autres documents déclassifiés étonnants. Depuis une loi de 1974, les archives du gouvernement américain sont accessibles au public. Et parmi tous ces documents officiels, celui qui a fait le plus parler de lui, c'est un rapport qui remonte au 23 septembre 1947. Il émane du général Twining, à l'époque directeur des services techniques de l'Air Force et surtout futur chef d'état-major des armées. Et dans ce rapport de 1947, on affirme déjà l'existence des ovnis. Le rapport du général Twining, il commence très fort. Le phénomène est quelque chose de réel, il n'est ni fictif, ni résultat d'une vision. Il existe des objets qui ont probablement, approximativement la forme d'un disque, d'une dimension qui les fait apparaître comme étant aussi grand qu'un avion de construction humaine. Très curieux de comparer ça à des avions de construction humaine, vous voyez. Et puis le titre, c'est bien clair, hein, Opinion de l'Air Materiel Command concernant les disques volants.
À en croire les milliers de documents déclassifiés, 130 000 pages rien qu'aux États-Unis, l'armée et les politiques, derrière le silence officiel, étudient les ovnis. D'ailleurs, j'ai découvert que dans le monde entier, plusieurs grandes figures politiques avaient osé s'exprimer sur ce sujet. Au Japon, le secrétaire général et porte-parole du gouvernement, Nobutaka Mashimura, affirme en 2007 que les ovnis sont bien réels et qu'il faut prendre le sujet au sérieux. Quand l'ancien ministre de la Défense du Canada, Paul Hellyer, s'exprime lors d'une conférence sur les ovnis en 2013 à Washington, voilà ce qu'il dit. Les Américains et le monde entier ont le droit de savoir ce qu'il se passe. Les ovnis sont aussi réels que les avions qui volent au-dessus de nos têtes. Même Jimmy Carter, 39e président des États-Unis, a déclaré avoir observé un ovni. C'était en 1969, un an avant de devenir gouverneur de Géorgie. Alors qu'il s'apprête à faire un discours dans la petite ville de Leary, comme une vingtaine d'autres personnes, il voit un étrange objet lumineux passer au-dessus de sa tête. Une fois président, il n'a pas oublié et n'a jamais démenti cette histoire. Voilà ce qu'il en raconte dans une énième interview. Un soir, j'étais devant un restaurant, juste avant le coucher du soleil. La nuit tombait et nous allions nous mettre à table. J'étais là avec 25 personnes lorsque nous avons vu se dessiner dans le ciel une étrange lumière qui venait vers nous, une lumière ronde. Elle se rapprochait de plus en plus. Une fois au-dessus des pins, elle s'est arrêtée et elle s'est mise à changer de couleur. Bleu, rouge, blanc. Elle est restée là un moment. Nous étions très étonnés. Nous ne savions pas ce que c'était. Et elle a finalement disparu et est repartie vers l'ouest. Cette observation, Jimmy Carter a osé en parler très tôt. En 1973, alors qu'il est gouverneur de Géorgie, il remplit un rapport très détaillé du NARCAP, sorte de GEPAN américain. Il annonce même que s'il est élu président, il fera éclater la vérité sur les ovnis et promet de déclassifier les documents secrets du Pentagone. Un engagement qu'il ne tiendra pas. Car comme il le dira plus tard à la Maison-Blanche, toute information relevant de la sécurité nationale doit rester confidentielle. Après lui, Ronald Reagan, 40e président des États-Unis, affirme lui aussi avoir vu un ovni en 1974. Il n'a jamais osé le dire face à une caméra, mais cette observation a influencé ses discours, comme cette fameuse déclaration du 4 décembre 1985. Si soudain une menace planait sur le monde, venant d'une autre espèce, d'une autre planète, d'un autre univers, nous mettrions de côté tout ce qui nous éloigne les uns des autres. Bien plus récemment, en octobre 2007, un sénateur de Nikotinich prend le risque de dire qu'il a vu un ovni alors même qu'il est en pleine campagne électorale. Avez-vous vu un ovni? Enfin, j'ai vu un objet volant, non identifié, n'est-ce pas? Ce n'était pas identifié. J'ai vu quelque chose. Cette déclaration lui a peut-être coûté son élection. Étrangement, malgré ses prises de position, rien ne bouge. On nous mène en bateau. Et comme en France, aux États-Unis, il y a aussi des affaires étouffées pour raisons politiques. Le cas de Fife Symington, ancien gouverneur d'Arizona, en est un exemple frappant. Le 13 mars 1997, des milliers d'habitants de Phoenix observent dans le ciel d'étranges lumières. Phoenix en 1997 est survolé, alors que la nuit commence, par un énorme triangle, un énorme engin qui fait plusieurs kilomètres d'envergure, qui survole la ville à basse vitesse et qui est observé par des milliers de personnes. C'était un disque, un énorme disque, à peu près de la taille de ces deux immeubles. Les autorités sont complètement débordées par les appels. La police reçoit des centaines d'appels. Ça fait sauter tous les standards. C'est la panique, un petit peu, un début de panique. Et dans l'urgence, le gouverneur-maire d'Arizona, maire de Phoenix, tient une conférence de presse. Une conférence de presse destinée à rassurer la population. À cette occasion, le gouverneur choisit la dérision. Il déguise son chef de cabinet en extraterrestre, histoire de faire rigoler les journalistes et de tourner en dérision le phénomène. C'est juste pour que vous ne preniez pas tout ça trop au sérieux.
version officielle, ce sont des leurres, des fusées-leurres, tels que les avions de chasse en largue pour dérouter un missile qui leur est envoyé, etc. Ça n'a rien à voir avec ce que l'on voit. Il y a quelques vidéos, c'était le début des caméscopes, hein, tout le monde n'avait pas un portable qui fait des vidéos sur soi à l'époque, en 97, mais il y a quand même quelques vidéos, il y a des photos, et surtout des milliers de témoignages. Donc voilà, ça c'est sans doute l'observation de masse, une des plus importantes qui ait eu lieu. Coup de théâtre. 10 ans plus tard, alors qu'il n'est plus gouverneur d'Arizona, Fife Symington change son fusil d'épaule et dément ce qu'il avait dit à la conférence de presse de 1997. Je suis Fife Symington et en 1997, lors de mon deuxième mandat de gouverneur d'Arizona, j'ai vu quelque chose qui défiait ma logique et ma perception de la réalité. Un soir, j'ai observé un gigantesque vaisseau en forme d'aile delta qui survolait silencieusement le Squaw Peak, une chaîne de montagnes au nord de Phoenix. C'était vraiment à couper le souffle. En tant que pilote et ancien officier de l'armée de l'air, je peux dire avec certitude que cet engin volant ne ressemblait à aucun objet connu créé par l'homme. Ce témoignage de Fife Symington a été un vrai déclic pour moi. Pourquoi n'en avait-on jamais entendu parler en France? Je me suis rendu compte du paradoxe propre à notre pays. Nous avions été les premiers à nous doter d'un organisme étudiant les ovnis, et pourtant, nos dirigeants restaient ceux qui en parlaient le moins. Pour ainsi dire, jamais. Seuls 2 hommes politiques ont osé s'intéresser publiquement à la question. Le premier ne fut autre que le général de Gaulle. Le général de Gaulle avait été impressionné, il avait eu connaissance d'un rapport qui s'était passé assez loin de la France, mais un rapport OVNI qui était tout à fait pertinent. Il avait demandé à ce qu'une commission d'enquête soit créée sur la question. On était vers 1966. En 68, il y a eu les événements qu'on connaît. C'est tombé à l'eau et ça s'est pas remis debout. 6 ans plus tard, c'est Robert Galet, alors ministre des Armées et futur ministre de la Défense, qui se prononce sur la question OVNI. Le 21 février 1974, suite à une vague d'observations en France, il s'exprime sur France Inter. Il est irréfutable qu'il y a des choses aujourd'hui qui sont inexpliquées ou mal expliquées. En 1954 a été créée au ministère des Armées une section de réflexion et de recueil de témoignages sur ces apparitions d'objets non identifiés. J'ai là parcouru un certain nombre de témoignages et ces témoignages se sont développés jusqu'en 1970. Il y en a une 50aine. Robert Galet fait figure d'exception dans le monde politique français. Depuis, plus aucun homme d'État ne s'est exprimé sur le sujet. Pourtant, on l'a vu avec le rapport Cometa, ce n'est pas faute d'avoir essayé d'alerter les autorités. En 2008, à nouveau, pour sensibiliser le monde politique, une lettre ouverte est envoyée au cabinet du président Sarkozy. Ses auteurs, un contre-amiral et des scientifiques de tous bords. Ils souhaitent que l'État s'implique enfin sérieusement et donne plus de moyens afin d'étudier le phénomène. Claude Lavatte, ancien ingénieur en aéronautique, est l'un des signataires de cette lettre ouverte. C'est un ancien d'Aéroports de Paris, 35 ans de carrière au sein d'une entreprise dont il était le représentant sur tous les continents. Inventeur du Loxiasol, un système de détection des avions sur les aéroports, utilisé notamment en France et au Japon, ce spécialiste des radars était en quelque sorte le garant du savoir-faire et de la technicité Aéroports de Paris. Là encore, tout sauf un farfelu. Depuis qu'il est à la retraite, cet ingénieur se bat pour faire réagir les politiques sur le sujet OVNI. Voilà la réponse qu'il a reçue. Le président de la République m'a confié le soin de répondre au courrier que vous lui avez adressé le 14 avril 2008. Je puis vous assurer qu'il a pris connaissance avec attention des réflexions dont vous avez bien voulu faire part au chef de l'État. J'ai aussitôt communiqué vos remarques au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, plus particulièrement compétent, pour les examiner et vous faire connaître la suite susceptible d'y être réservée. Et alors, quelques temps après, on reçoit un courrier, le 16 juin 2008. Le Premier ministre a bien reçu votre courrier, ainsi que la copie de la lettre ouverte que vous avez adressée, Monsieur le Président de la République, sur le phénomène ovnien. Après en avoir pris connaissance, Monsieur François Fillon, donc Premier ministre à l'époque, m'a chargé de transmettre votre correspondance à Madame Valérie Pécresse, nommément citée, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, dont les services vous répondront directement. Ça, c'est important, directement, parce que j'attends toujours les réponses. Mais encore une fois, la tentative de faire réagir les officiels est un échec. Pour Claude Lavatte, pas question de baisser les bras. Puisque les politiques font l'autruche, ils se tournent vers l'Académie des sciences.
espérant trouver un soutien de la science institutionnelle. Je me suis dit, les plus sincères là-dedans et peut-être les plus susceptibles de faire quelque chose, ce sont les scientifiques. J'ai pondu une lettre à destination de M. Philippe Taquet, président de l'Académie des sciences, dans laquelle je donnais un tas de raisons pour lesquelles la science institutionnelle devrait s'intéresser aux problèmes OVNI. Décidément, le monde scientifique ne semble pas plus enclin que les politiques à s'exprimer. Alors je pensais que ça aurait pu émouvoir Philippe Taquet et j'ai reçu une réponse totalement inacceptable. Monsieur Philippe Taquet, président de l'Académie des sciences, vous remercie pour votre courrier qu'il a bien reçu, mais auquel il ne peut donner suite. Cordialement, et c'est signé Sophie Jullion, sa secrétaire. Ce monsieur n'a même pas le courage de me répondre. Bravo, bravo la science française. Ce qui manque à ces gens-là, c'est le courage et le culot. Je me rendais compte que dans tous les domaines, manifester un intérêt pour les ovnis, c'était se marginaliser, s'exposer au quolibet ou à l'indifférence. Moi-même, je me suis mis en garde. Je me dis, c'est pas possible. Sachant ce que je sais, le métier que je fais, je ne peux pas compromettre ma boîte et aussi mon avenir professionnel en faisant de telles déclarations. C'est trop tôt. Je l'ai fait quand j'étais à la retraite, comme beaucoup de gens. Et les scientifiques qui ont pris position en pleine carrière en ont fait les frais. C'est le cas de Jean-Pierre Petit, astrophysicien, ancien chercheur à l'Observatoire de Marseille, puis au CNRS. On m'a proposé d'être vulgarisateur avec l'appui du CNRS. J'ai été mis dans une commission information scientifique et technique. Et puis, ma foi, on m'a dit, vous savez, si vous voulez aller visiter n'importe quel musée des sciences dans le monde, au Japon, n'importe quoi, vous nous le dites, on vous envoie. J'aurai une vie de patachon. Mais le prix à payer, c'est vous arrêtez vos conneries avec les ovnis. Là, j'ai dit non. Donc, c'était fini. J'ai loupé ma chance. Mais il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut se regarder dans une glace le matin ou pas ? Scientifiques, politiques, journalistes, militaires, pour résumer, en France, aucun domaine n'échappe au tabou ovni. On a le monde politique, on a le monde médiatique et on a le monde scientifique. Aucun ne veut faire le premier pas et attend que l'autre fasse le premier faux pas. Donc le monde politique attend que le monde scientifique lui donne le feu vert, lui dise officiellement, etc. Il y a quelque chose à chercher là, ça peut être dangereux et même ça peut être intéressant du point de vue technologique. Alors le monde politique, très prudent, attend, ne fait rien. Puis il y a toujours une élection en vue, donc il fait rien encore moins. Bon. Je pense que c'est lié à l'esprit cartésien qui habite la France. On est des irréductibles Gaulois qui ont besoin de toucher. Et ce phénomène, il est tout sauf touchable. Ce phénomène, il échappe à la compréhension humaine. Les militaires ont peur, les politiques ont peur, les religieux ont peur. Imaginez, toutes les religions du monde, tout d'un coup, ils sont confrontés à des choses. On dirait, écoutez, ça s'est pas passé comme vous le croyez. C'est la catastrophe. À ce stade de mon enquête, je n'avais plus le choix. Il fallait parler directement aux responsables politiques. Et qui mieux que Claudie Aigneret pour répondre à mes questions ? Astronaute, c'est la première femme française dans l'espace, ancienne ministre, scientifique de renom, au point qu'on la surnomme Bac+19. De 2002 à 2004, Claudie Aigneret a été ministre déléguée de la Recherche. Et le CNES, dont fait partie le GEPAN, est justement placé sous la tutelle de ce ministère. Claudie Aigneret devait forcément avoir eu des échos du travail du GEPAN. Surtout que pendant ces 2 années au ministère, cet organisme a enquêté sur plus de 30 cas, dont 5 qui n'ont jamais pu être expliqués. À l'époque où j'étais au ministère de la Recherche, non, il n'y a pas eu de retour sur ces rapports. Ces activités-là, elles ne sont pas classées prioritairement dans les enjeux du spatial. Ça commençait mal. J'étais assez pessimiste sur le déroulement de cet entretien. En écartant la politique, je tentais une autre approche. Claudie Aigneret est allée 2 fois dans l'espace, en 1996 et en 2001. Au total, 26 jours passés en apesanteur. Alors, peut-être avait-elle été témoin de quelque chose. C'était pas un sujet qui me posait question quand j'ai préparé la mission, quand j'ai réalisé la mission. Par contre, c'est une question qu'on nous pose au retour des missions. Et en général, je réponds que je n'ai pas vu quoi que ce soit auquel je ne m'attendais pas. Décidément, j'étais mal parti pour obtenir des révélations. Pourtant, je repensais à tous ces témoignages que j'avais trouvés. En 1965, sur la mission Gemini 4,
les astronomes James McDivitt et Edward White observent un objet volant non identifié à plusieurs reprises. La même année, sur la mission Gemini 7, 2 astronautes observent eux aussi un ovni durant leur 2e tour de la planète. En 66, sur la mission Gemini 10, même chose. 69, Apollo 11. 73, mission Skylab. De l'astronaute Gordon Cooper à Neil Armstrong, le premier homme à avoir marché sur la Lune, la liste était immense. Alors que pouvait bien penser Claudie Aigneret de ces observations? Quand on est dans des environnements de ce type, c'est tout à fait normal de découvrir des choses auxquelles on ne s'attend pas. C'est pas pour cela qu'il n'y a pas d'explication. Cette réponse, évidemment, ne pouvait pas me satisfaire. Mais j'avais en tête d'autres cas concrets. Je me rappelais ainsi d'une vidéo surprenante de l'astronaute américaine Mary Ann Stephanie Piper. Le 19 septembre 2006, la mission STS-115 de la navette Atlantis, dont elle fait partie, est incapable de revenir sur Terre. Un objet non identifié bloque sa trajectoire. Le centre de Houston est obligé de repousser le retour de la navette de 24 heures. Une fois sur Terre, durant la conférence de presse de l'équipage, voici ce qui se produisit lorsque l'astronaute voulut décrire son observation. C'était quelque chose que je n'avais jamais vu avant. Et quand enfin j'ai pu sortir dans l'espace, c'était vraiment différent là aussi. Je pense que ça n'aurait jamais pu se passer ainsi sans la préparation que nous avions reçue avec l'équipage. Et je voudrais... Une astronaute qui s'évanouit en essayant de raconter son observation d'OVNI. Cette image m'avait vraiment marqué. En France, le spationaute Jean-François Clairvoy, Légion d'honneur, polytechnicien, ingénieur général de l'armement, 3 vols dans l'espace à son actif, pense lui que là-haut, il y a bel et bien quelque chose. Peut-être que des vies intelligentes ailleurs sont venues nous observer en cherchant à ne pas nous perturber, c'est pour ça qu'on ne les a pas vues. Je peux vous dire que la première fois que j'ai vu la Terre depuis l'espace, sur un fond noir d'encre sans une seule étoile, on se dit c'est pas possible, on peut pas être seul. Il y en a forcément un jour là des extraterrestres plus avancés qui vont nous rendre visite, ou un jour on peut-être dans le lointain futur on sera capable d'échanger avec eux. J'ai envie que ce soit comme ça, c'est mon hypothèse préférée. Edgar Mitchell, 6e homme à avoir marché sur la Lune, est lui aussi convaincu que les ovnis nous viennent d'ailleurs. J'encourage ceux qui doutent à lire les livres, écouter ce qui se dit et essayer de commencer à comprendre ce qui se passe vraiment. Il n'y a aucun doute, nous sommes visités. J'évoquais toutes ces vidéos à l'ancienne ministre, curieux de voir sa réaction. J'ai pas eu l'occasion d'en parler personnellement avec une, de lire des choses à ce propos. Non, je suis pas la bonne personne pour répondre sur ce sujet. C'est pas quelque chose, ce sont pas des points de discussion qu'on a pu aborder. J'avais des doutes. Depuis le début, la conversation gênait Madame Aigneret. Alors qu'elle évitait la plupart de mes questions, je repensais à ces mots de Jean-Pierre Petit. En fait, les gens s'en foutent, vous savez, c'est ça le problème. C'est que, essayez d'intervenir auprès d'un politique. Vous lui dites les ovnis, le type va dire, oh là là, vous savez, la crise, les manifestants, ceci, l'Afghanistan... Hein. Le ministre de la Défense, lui, est intéressé par les opérations militaires d'Afghanistan. Vous parlez des ovnis, il s'en fout. C'est un problème qui a été rangé au niveau du folklore. Juste avant de partir, je tentais une dernière question. Pourquoi tout ce malaise, ces non-dits? Il peut y avoir des formes de secret défense et qu'on peut comprendre. Ça peut expliquer une partie du quart. On ne nous dit rien parce qu'il y a quelque chose à cacher. Oui, on ne nous dit rien parce qu'il y a quelque chose à cacher. Il y a quelque chose à cacher. Quelque chose à cacher. Cette phrase allait renforcer tous mes doutes. Tout à coup, certains propos que j'avais entendus prenaient une résonance bien particulière. L'exécutif est forcément au courant, étant donné que tous nos services de renseignement au plus haut niveau sont au courant. C'est la moindre des choses tout de même. C'est sa fonction d'être au courant. C'est sa fonction d'être au courant, mais c'est aussi sa fonction de se taire. C'est tout à fait normal, ça. C'est pas la volonté de cacher des choses. On ne divulgue pas les secrets, c'est normal.
Un secret que seules les plus hautes autorités ont le droit de connaître. Je savais, après des mois d'enquête, que j'aurais du mal à en savoir plus. Mais j'avais répondu à l'essentiel de mes questions. Les ovnis ne sont pas des délires d'hallucinés, et les gouvernements le savent très bien. Un jour, peut-être, nous découvrirons ce qu'ils sont réellement, d'où ils viennent. Une partie de moi n'arrêterait jamais d'y penser. Et vous ?